Bonjour à tous. Et voilà les cours de HLP qui reprennent malgré le coronavirus. Nous allons repartir dans ce programme du deuxième semestre consacré, je vous le rappelle, aux représentations du monde. Et notamment, nous allons prendre la suite du texte de Voltaire sur les cannibales que nous avions lu en cours. Je vous rappelle que ce texte de Voltaire est ce que l'on appelle un pamphlet et qui émet deux critiques à l'encontre finalement du regard que porte sa société sur ces peuples du Nouveau Monde qu'on a appelés sauvages. La première critique, je vous le rappelle, la lecture que nous en avions faite, consiste à montrer, à produire une inversion des valeurs. Le texte pose la question qui est le sauvage. Rappelez-vous en effet qu'au début du texte, c'est l'auteur lui-même, Voltaire, qui pourtant est censé appartenir à la société occidentale, dite civilisée. C'est Voltaire qui finalement s'interroge et trouve qu'il n'est pas si détestable que cela de manger du corps humain. A l'inverse, c'est la dame cannibale, cette femme censée appartenir aux sauvages, qui, elle, répond avec politesse et raisonne tout au long du texte. Je vous l'avais montré, Voltaire finalement ici provoque une inversion des valeurs. C'est finalement le civilisé qui se montre peu moral et donc en quelque sorte sauvage, et c'est la dame sauvage, cette cannibale, qui finalement se montre la plus civilisée à travers à la fois sa forme de politesse, mais aussi son raisonnement. Mais je vous rappelle aussi que le texte de Voltaire provoque, plutôt procède par une critique générale des pratiques. En effet, le texte s'interroge longuement sur les différentes pratiques, qu'il s'agisse finalement du monde occidental ou celui des cannibales, et il pose une question de fond qui consiste à se demander si manger les morts que l'on a fait sur le champ de bataille ou bien les abandonner aux corbeaux et aux renards ne relève pas finalement d'une même inhumanité. Ainsi, dans le texte, Voltaire critique fondamentalement les pratiques, les manières de faire, qu'elles soient celles des cannibales ou qu'elles soient celles du monde occidental. Or, et c'est cela qui est particulièrement intéressant dans le texte de Voltaire, d'un côté les valeurs qui sont remises en cause, de l'autre les pratiques, l'ensemble de ces deux choses forme ordinairement ce qu'on appelle une culture. Autrement dit, le texte de Voltaire est un texte qui critique et s'interroge sur la culture. En effet, on appelle une culture l'ensemble des pratiques, des pensées, des habitudes, des mœurs, des manières de faire ou d'être qui structurent aussi bien un individu qu'un groupe social. Par exemple, parmi les pratiques que l'on peut avoir, le fait de sortir de chez soi, le fait d'aller à la messe, pratiquer un rite, pratiquer une forme politique, les pensées, les manières de penser ne sont pas les mêmes en Occident qu'en Orient. Nos habitudes, on dit souvent des Français qu'ils ont l'habitude de manger du pain, d'avoir une baguette, etc., etc. Les mœurs, par exemple, on dit souvent du peuple méditerranéen qu'il est finalement de bonne humeur. Les manières de faire, par exemple, toutes les techniques que nous avons à notre disposition, ou les manières d'être, par exemple, la manière de se comporter, de se tenir, qui changent d'un pays ou à un autre, voire d'un individu à l'autre. Or, ce qu'il faut comprendre avec la culture, c'est qu'elle structure en profondeur le groupe social. Ainsi, par exemple, être français, c'est adhérer à un certain nombre de représentations, à commencer par notre langue, la langue française, mais aussi des croyances, des religions, des idées politiques, par exemple le fait de se sentir républicain ou démocrate, mais c'est aussi des pratiques, par exemple le repas, les arts de la table, un grand nombre de valeurs morales ou sociétales, par exemple la monogamie, qui est finalement notre manière de nous comporter en couple au sein de l'Occident. Bref, la culture nous structure profondément, nous pensons comme des Français, nous pensons éventuellement comme des Charentais, nous pensons comme des Occidentaux, et ce n'est pas la même chose que finalement penser comme un Occidental, de penser comme un Oriental, de penser comme un Chinois ou comme un Africain, voire quelqu'un du Botswana. D'un pays à l'autre, d'un individu à l'autre, la culture change, les manières de faire et de penser sont radicalement différentes et les individus, finalement, se comportent de façon différente en fonction de leur culture. Tout le problème, c'est qu'à force d'être immergé dans ses propres valeurs culturelles, par exemple à force de se comporter en français,
eh bien je finis par ne plus m'apercevoir que ce ne sont finalement que des valeurs. Qu'est-ce qu'on appelle une valeur? Une valeur, c'est finalement n'est rien d'autre que l'importance qu'accorde un groupe social à un objet ou à une idée. Par exemple, quand on dit ce sont mes valeurs, c'est-à-dire ce sont les formes ou les idées que je mets en avant pour ma propre personne ou pour ma famille. Mes valeurs, c'est le courage, par exemple, ou mes valeurs, c'est finalement la richesse. On parle de valeurs aussi, par exemple, pour l'argent. La valeur de l'argent, c'est l'importance qu'un groupe social lui accorde. Par exemple, si le groupe social décide qu'une pièce de monnaie vaut à la valeur de 100 euros, cette pièce désormais aura cette valeur pour le groupe en question. Autrement dit, une valeur est toujours relative à un groupe social, celui qui lui donne de l'importance. Si je vais dans un autre groupe social, dont la valeur qui ne porte pas ces valeurs sur le même objet, alors mon objet ne vaut plus rien. Par exemple, si j'emmène mon billet de 100 euros, sa valeur est de 100 euros, je vais avec lui, par exemple, en Afrique du Sud, dans un pays au milieu de la brousse, là où il n'y a pas de moyen de banque pour changer ce billet. Et si par exemple je me rends au sein d'une tribu locale, eh bien cette tribu considérera que mon billet n'a aucune valeur. Ce sera pour eux simplement un bout de papier, parce qu'évidemment, ce groupe social, cette tribu, ne reconnaît absolument pas le billet de banque que je lui présente. Toutes nos valeurs sont donc relatives à un groupe social, qu'elles soient effectivement que ce soit des valeurs monétaires, financières, comme je viens de dire, mais aussi des valeurs morales. Par exemple, finalement, je parlais tout à l'heure de la monogamie, par exemple le fait de ne vivre qu'avec une seule femme. On le sait, c'est une valeur occidentale. Il y a d'autres sociétés qui ont fait d'autres choix. Par exemple, une partie du monde moyen-oriental au Moyen Âge pratiquait la polygamie au travers du harem, c'est-à-dire le fait qu'un homme avait plusieurs femmes. On le voit donc, ces valeurs changent en permanence, elles dépendent du groupe, de l'endroit, et par exemple les valeurs de politesse peuvent changer soit d'un continent à l'autre, soit d'une époque à l'autre. On ne se comporte plus aujourd'hui comme on se comportait il y a 3 siècles, on ne se comporte pas ici comme on se comporte à l'autre bout de la planète. Autrement dit, si on en revient à la question de la culture, vivre une culture, c'est être complètement imprégné et structuré par un ensemble de valeurs, mais ces valeurs ne valent que pour mon groupe social, elles ne valent que pour ceux qui lui accordent de l'importance. Par exemple, penser que le français est la plus belle langue du monde ne vaut que pour les Français et fait beaucoup rire le reste du monde. Mais c'est aussi valable, je vous l'ai dit, pour la monogamie, comme c'est valable aussi pour la démocratie. Ce sont des valeurs qui se discutent. D'ailleurs, nous-mêmes, Français, n'avons pas toujours été démocrates. Nous avons vécu la plupart du temps sous une monarchie. Notre culture, donc, n'est qu'un ensemble de valeurs, et ces valeurs peuvent finalement différer profondément d'un pays à l'autre, d'une nation à l'autre, voire d'un continent à l'autre. Or, et c'est ce qui nous intéresse ici, ce qui est arrivé avec la découverte du Nouveau Monde en 1492, c'est tout d'un coup une formidable confrontation de cultures. Les Européens, partis à la découverte de ce nouveau monde, vont tout d'un coup tomber sur des civilisations radicalement différentes qui n'avaient absolument pas les mêmes pratiques, absolument pas les mêmes manières d'être, qui différaient du tout au tout, bref, qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs. Et les cultures occidentales étaient si différentes des cultures amérindiennes que finalement, l'étrangeté de cette rencontre a été si terrible qu'elle a provoqué le rejet systématique de la part des Occidentaux. On le sait, face au monde amérindien, les conquistadors ont pensé que ces peuples indigènes n'étaient pas véritablement des hommes, car leur culture était trop différente. On le sait, la conséquence historique, ce fut l'extermination en masse de ces Indiens et la barbarie à laquelle on s'est livré sur eux. Le monde occidental, confronté à une culture qu'elle ne connaissait pas, confronté à une culture qui la dérangeait profondément, a fait finalement une forme de rejet. S'ils n'agissent pas comme nous, ce ne sont pas des hommes. S'ils ne sont pas des hommes, ce sont des bêtes ou des démons et il faut les exterminer. On se souvient des vagues d'extermination menées par le conquistador Cortés, qui n'hésitera pas à massacrer des dizaines de milliers d'Amérindiens, d'indigènes sur le sol d'Amérique du Sud, au nom de la civilisation occidentale et des valeurs du Christ.
Une image particulièrement frappante de ce choc des civilisations, c'est la fameuse controverse de Valladolid qui a eu lieu en 1550. Je rappelle le contexte. Nous sommes 58 ans après la découverte du continent américain. Nous sommes 58 ans après le début des massacres des Amérindiens, quand tout d'un coup, les Dominicains, c'est-à-dire des frères missionnaires envoyés en Amérique du Sud, commencent à se révolter face précisément à ce massacre des Indiens. Les frères dominicains ne supportent pas de voir les familles entières systématiquement massacrées, être traitées comme du bétail, comme des esclaves, et précisément les dominicains vont en faire état au pape de l'époque en réclamant finalement un statut de protection de ces Indiens sous la grâce de Dieu au nom de l'humanité. Mais cela ne va pas aller de soi, puisqu'une grande partie du courant de l'Église va s'opposer finalement aux dominicains en affirmant que finalement ces indigènes du Nouveau Monde ne sont que des démons, sous prétexte précisément qu'ils n'ont pas la même culture que les Occidentaux. La société de l'époque n'arrive pas à trancher la question, et face à cette confrontation profonde de culture, on n'arrive pas à savoir si finalement les Amérindiens sont des hommes avec une culture différente, ou si ce sont autre chose, des animaux ou des monstres. Tant et si bien qu'en 1550, on va décider en Espagne, qui est la terre de départ des conquistadors, on va décider de ce que l'on appelle à l'époque une controverse. Qu'est-ce qu'une controverse? C'est simplement un débat théologique qui a lieu entre des prêtres pour justement trancher une question qui relève de l'Église. La question qui est ici posée est celle de savoir si finalement il faut considérer les Indiens comme des hommes, donc des créatures de Dieu, ou s'il faut continuer à les considérer comme des animaux ou des monstres, et donc les exterminer. Cette controverse aura lieu dans la ville espagnole de Valladolid en 1550, et elle a opposé un dominicain du nom de Las Casas à un théologien du nom de Juan Jiménez de Sepúlveda, les deux finalement défendant un parti contraire. Le dominicain Las Casas cherchant à démontrer que les Indiens sont des hommes comme les autres, et le théologien Juan Jiménez de Sepúlveda affirmant que ce ne peut pas être des hommes vu leur conduite. À noter que le dominicain Las Casas a été pendant très longtemps présent sur place en Amérique du Sud et qu'il connaît très bien le sujet. Il s'est pris de passion précisément pour ces Amérindiens et il veut vraiment convaincre la religion chrétienne qu'il faut défendre les Indiens. Cette controverse est un fait historique, elle a véritablement eu lieu, mais elle n'a pas eu lieu finalement en une seule fois, elle s'est étendue sur plusieurs mois et elle a d'abord commencé par un échange de lettres entre Las Casas et Sepúlveda, et puis elle s'est terminée dans l'enceinte d'un tribunal où finalement le jugement dernier a été rendu. Mais cette controverse historique a donné naissance au XXe siècle à toute une série de romans et de films, le plus célèbre étant le roman de Jean-Claude Carrière, dont je vais maintenant vous présenter un extrait. Voici donc un extrait de la pièce de théâtre de Jean-Claude Carrière qui s'appelle La controverse de Valladolid, un extrait du chapitre 7. À noter que si cette pièce vous intéresse, Jean-Claude Carrière en a fait également un téléfilm que l'on trouve disponible intégralement sur YouTube. Le téléfilm dure à peu près 1h20, vous pouvez le regarder, ou en regarder des passages essentiels, on en trouve de très bons extraits sur YouTube également. Vous verrez, le film est assez bien fait, il reprend véritablement la controverse telle qu'on la trouve dans le livre, mais sans doute telle qu'elle s'est tenue à l'époque. Je lis donc ce texte tel qu'il est présenté. Je vous rappelle que Sepúlveda est ici pour condamner les Indiens, alors que Las Casas parle en leur nom. Sepúlveda prend une liasse de billets et commence une lecture faite à voix plate, comme un compte-rendu précis, indiscutable. Ils ignorent l'usage du métal, des armes à feu et de la roue. Ils portent leur fardeau sur le dos comme des bêtes pendant de longs parcours. Leur nourriture est détestable, semblable à celle des animaux. Ils se peignent grossièrement le corps et adorent des idoles affreuses. Je ne reviens pas sur les sacrifices humains, qui sont la marque la plus haïssable et la plus offensante à Dieu de leur état. Las Casas ne parle pas pour le moment. Il se contente de prendre quelques notes,
Tout cela ne le surprend pas. J'ajoute qu'on les décrit stupides comme nos enfants ou nos idiots. Ils changent très fréquemment de femme, ce qui est un signe très vrai de sauvagerie. Ils ignorent de toute évidence la noblesse et l'élévation du beau sacrement du mariage. Ils sont timides et lâches à la guerre. Ils ignorent aussi la nature de l'argent et n'ont aucune idée de la valeur respective des choses. Par exemple, ils échangeaient contre de l'or le verre cassé des barils. Eh bien, s'écrie Las Casas, parce qu'ils n'adorent pas l'or et l'argent au point de leur sacrifier corps et âme, est-ce une raison pour les traiter de bêtes? N'est-ce pas plutôt le contraire? Eh, c'est que vous déviez ma pensée, répond le philosophe. Et pourquoi donc jugez-vous leur nourriture détestable? Y avez-vous goûté? N'est-ce pas plutôt à eux de dire ce qui leur semble bon ou moins bon? Parce qu'une nourriture est différente de la nôtre, doit-on la trouver répugnante? Mais ils mangent des œufs, des fourmis, des tripes d'oiseaux. Oui, mais nous mangeons des tripes de porc et des escargots. Ils se sont jetés sur le vin, dit Sepulveda, au point, dans bien des cas, d'y laisser leur peu de raison. Et nous avons tout fait pour les y encourager. Mais ne vous a-t-on pas appris d'un autre côté qu'ils cultivent des fruits et des légumes qui jusqu'ici nous étaient inconnus, et que certains de leurs tubercules sont délicieux? Vous dites qu'ils portent leur fardeau sur le dos, mais ignorez-vous que la nature ne leur a donné aucun animal qui pût le faire à leur place? Quant à se peindre grossièrement le corps, qu'en savez-vous? Et que signifie le mot grossier? Frère Bartholomé, dit le légat, vous aurez de nouveau la parole aussi longtemps que vous voudrez. Et rien ne sera laissé dans l'ombre, je vous l'assure. Mais pour le moment, restez silencieux. Le dominicain, qui paraissait fatigué, se rassied. Et le cardinal s'adresse au philosophe. Selon vous, la possession et l'usage des armes à feu seraient une preuve de la protection divine? Oui, c'est une preuve très évidente. Cependant, les morts possèdent des armes à feu et s'en servent très bien contre nous. Ils les ont copiées sur les nôtres. Le légat semble mettre en doute ces dernières affirmations. Il essaye de se souvenir. N'a-t-il pas lu quelque part que l'usage de la poudre à canon venait des pays de l'Orient? Dans l'assistance, personne ne peut répondre avec précision et certitude. On préfère penser, et c'est à vrai dire plus confortable, que l'arme à feu est une invention chrétienne, comme la plupart des autres. Et si, d'aventure, comme le suggère le comte Pitaluga, l'intervention divine ne s'est pas clairement montrée dans l'invention elle-même, qui s'étala sur des siècles à ce qu'on raconte, à coup sûr, elle se manifesta en privant les Indiens jusqu'à leur conquête de ce type d'armes. Ainsi, la pauvreté de leur équipement militaire montre non seulement l'archaïsme de leur technique, mais que Dieu les priva de toute vraie défense. Le légat, mettant à part cette question, revient à Sepulveda. Ah oui, autre chose. Vous rapportez les sacrifices sanglants qu'ils faisaient à leurs dieux. Oui, des dieux cruels, horribles, à l'image même de ce peuple. Oui, il s'agit bien d'une horreur démoniaque, nous sommes tous d'accord. Mais s'ils ne sont pas des êtres humains de même niveau que le nôtre, et s'ils sont proches des animaux, peut-on leur reprocher ces sacrifices? Vous voyez ce que je veux dire. Alors revenons au début de ce texte. Donc cela commence par Sepulveda qui, je vous le rappelle, est là pour mettre en accusation précisément les Indiens d'Amérique. Sur quoi repose sa condamnation? Précisément sur leur ignorance qui est censée les rendre proches de l'animal. Le texte nous dit qu'ils ignorent l'usage du métal, des armes à feu et de la roue. Bien évidemment, la civilisation amérindienne n'avait pas à disposition ces techniques, en particulier les armes à feu, qui étaient complètement inconnues sur le continent nord-américain. Ils n'ont pas d'animaux, de traits, de labour, ils portent leur fardeau sur le dos. Et Sepulveda dit « leur nourriture est détestable ». Alors on verra que c'est un point qui sera fortement critiqué dans la suite du texte, car effectivement, leur nourriture est détestable pour un occidental, mais évidemment, pour un Indien, c'est un mets ordinaire. Ils se peignent grossièrement le corps. Vous savez que les Indiens, effectivement, portent sur leur corps précisément des signes tribaux qu'ils font en trempant leurs doigts soit dans la cendre, soit dans l'ocre des rivières. Et ils adorent des idoles affreuses. Je vous rappelle qu'on trouve souvent au centre des tribus indiennes des totems qu'ils vénèrent, etc. Le trait qui leur semble le plus scandaleux, c'est le sacrifice humain, parce qu'effectivement, ce sont des civilisations qui pouvaient pratiquer le sacrifice, mais Sepulveda semble ignorer qu'au même moment, la religion chrétienne fait des choses aussi terribles en Occident, notamment effectivement au travers de l'Inquisition, qui torture tous ceux qui se réclament comme non-chrétiens. Sepulveda résume ensuite sa pensée en disant qu'ils sont comme nos enfants ou nos idiots.
Sous-entendu, ces sauvages sont évidemment moins bien développés ou inférieurs aux Occidentaux, et c'est là une critique récurrente de l'Occident à l'encontre des autres peuples, de les considérer comme sous-développés ou effectivement imbéciles. Pour en rajouter, le théologien en revient à la question effectivement des mariages. Ce sont des peuples qui partagent les femmes, qui sont donc polygames, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et précisément cela semble un scandale pour un théologien occidental qui, lui, vit selon les règlements de la Bible qui prescrit qu'on ne peut avoir qu'une seule femme. Enfin, dernier argument, ils n'ont pas de passion pour l'or. On se souvient précisément que la conquête de l'Amérique du Sud s'est faite par l'Occident sous prétexte d'aller chercher de l'or, et découvrir sur place des civilisations qui ne s'en soucient pas peut sembler comme un scandale. C'est à ce moment-là que Las Casas, qui défend les Indiens, prend la parole. Et il utilise ici un argument théologique assez intéressant, que vous ne connaissez peut-être pas, mais la Bible condamne justement l'usage de l'or. On trouve à l'intérieur des textes religieux de la civilisation chrétienne une condamnation très forte de ce qu'on appelle le veau d'or, c'est-à-dire la vénération de l'argent. Et donc Las Casas, justement, retourne l'argument en disant mais tiens donc, si les Indiens n'aiment pas l'or, finalement, c'est peut-être qu'ils ont entendu la parole divine, et finalement, les Occidentaux qui sont partis en Amérique à la recherche de cet or sont peut-être finalement les moins chrétiens. Évidemment que Sepúlveda est bien embêté pour répondre. Il se contente de dire « vous déviez ma pensée », ce qui est une manière de ne pas répondre, ou plutôt d'être embêté. Puis Las Casas reprend la parole et utilise un argument que j'ai déjà énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, de quel droit un occidental peut-il juger la nourriture des Indiens détestable? Ce n'est pas parce que nous, en Occident, nous ne mangeons pas ce que mangent les Indiens que finalement leur nourriture n'est pas bonne. C'est une nourriture différente. D'ailleurs, le texte en parlera plus loin. Les Indiens avaient à l'époque commencé la culture des pommes de terre, que nous ne connaissions pas en Occident, et ce sont précisément ces pommes de terre qui semblaient répugnantes parce qu'elles poussaient sous la terre. C'est amusant, puisqu'avec le recul, la pomme de terre a donné naissance à l'Afrique, qui est le symbole quelque part de l'Occident. Évidemment, Sepúlveda, en réponse, cite des mets que l'on peut trouver dégoûtants, des œufs de fourmis, les tripes d'oiseaux, mais Las Casas lui répond avec intelligence en lui rappelant qu'en Occident, nous mangeons nous aussi des choses très étranges, des tripes de porc, des escargots, il aurait pu ajouter des huîtres, comme nous le faisons chez Charente-Maritime. Effectivement, ça n'est pas très ragoûtant. L'accusation suivante porte sur le fait que les Indiens semblent aimer le vin beaucoup trop, ils se sont précipités sur le vin. Oui, mais là encore, la réponse effectivement de Las Casas est assez amusante. Finalement, si les Indiens se sont mis à aimer le vin, c'est plutôt parce que les Occidentaux leur en ont apporté, et même on se rappelle que le vin est un constituant essentiel de la religion chrétienne, le vin de messe que l'on consomme. Finalement, on les a poussés à en boire, faut-il s'étonner qu'ils aient tant aimé? C'est là où on voit effectivement ensuite toute une série d'arguments de Las Casas pour contrecarrer Sepúlveda. Les légumes, ils sont capables finalement de faire pousser des légumes comme nous, et notamment les fameux tubercules de pommes de terre qu'on ne connaissait pas en Occident et qui pourtant s'avèrent délicieux quand on les mange. Quant à l'argument du fait qu'ils portent leur fardeau sur le dos, eh bien simplement, c'est qu'ils n'ont pas, sur le continent nord-américain, d'animaux de trait ou de labour, comme nous pouvons des bœufs, comme nous pouvions nous en avoir en Occident. Le dernier argument est encore plus subtil. On se rappelle que Sepúlveda critiquait le fait que les Indiens peignaient leur corps, et notamment de façon, ouvrez les guillemets, grossière. Ici, Las Casas répond avec finesse. Que signifie ce mot grossier? Ce n'est pas parce que nous, occidentaux, n'aimons pas ces dessins que finalement, ils sont monstrueux. On peut d'ailleurs en rire avec le recul, puisqu'on se rappelle que finalement, les symboles dits tribaux qu'arboraient les populations indiennes sont devenus aujourd'hui des signes ou des symboles que bon nombre d'Occidentaux se font tatouer sur le corps, en finalement, d'une manière assez amusante, en considérant qu'il s'agit là d'ornements assez magnifiques. Alors il y a en ce point une coupure du texte, puisque désormais ce n'est plus un entretien entre Sepúlveda et Las Casas, mais
c'est tout d'un coup le cardinal qui s'adresse au philosophe. Alors quel est ce cardinal? C'est qu'en fait, lors de ces controverses, il y a effectivement un envoyé du pape qui préside au débat et qui arbitre le débat. En l'occurrence, il s'agit d'un cardinal. Et c'est lui ici qui reprend la parole et qui s'adresse à Sepúlveda. Selon vous, la possession et l'usage des armes à feu seraient une preuve de la protection divine. Qu'est-ce que cela signifie? En gros, l'argument était de dire, si les Occidentaux ont tué aussi facilement les Indiens, c'est parce qu'ils possédaient des armes à feu, des fusils, des pistolets, et c'est finalement le signe que Dieu voulait que les Occidentaux puissent facilement détruire les Indiens. Autrement dit, d'un progrès technique, celui que l'Occident avait fait concernant les armes, on en tire un argument théologique, on considère que les armes sont une invention que nous devons à Dieu, et si donc Dieu nous a donné les armes, c'était pour nous permettre d'exterminer les Indiens. Autrement dit, Dieu voulait que nous exterminions les Indiens. Le raisonnement est un peu tarabiscoté, mais il a été effectivement historiquement avancé. On le voit, le cardinal ne se laisse pas aussi facilement convaincre, puisqu'il rappelle que les morts possèdent aussi des armes à feu. Alors le mot des morts, de mort ne vous est peut-être pas connu, en fait c'était le mot par lequel on désignait de manière générale ce que nous appelons aujourd'hui les Arabes. Je vous rappelle que l'Occident est en guerre aussi contre les Arabes, ce sont les fameuses guerres de croisade pour la reprise finalement de Jérusalem. Je vous rappelle que nous sommes allés combattre sur les terres finalement du Moyen-Orient. Et quand nous sommes allés en Moyen-Orient, nous sommes tombés sur des populations qui elles aussi possédaient des armes à feu. Et pourtant, on considérait ces morts ou ces Arabes comme des peuples inférieurs. Autrement dit, c'est l'argument du cardinal, il y a aussi des peuples inférieurs qui possédaient des armes à feu. Si c'est vraiment un cadeau de Dieu, comment se fait-il alors que Dieu ait pu donner aux Arabes ces armes dont ils se servent contre nous? La réponse de Sepúlveda est absurde. Il répond que c'est une copie. Autrement dit, il nie chez les Arabes la capacité à fabriquer des armes à feu, alors qu'on sait aujourd'hui très bien qu'historiquement, finalement, le Moyen-Orient, mais aussi l'Orient, ont possédé la poudre et les armes bien avant nous. D'ailleurs, c'est ce que la suite du texte rappelle. Le légat, alors ici c'est la même chose que le cardinal est le légat du pape, c'est son représentant, et donc on voit ici dans une forme de discours intérieur que le cardinal s'interroge. Il semble savoir lui aussi que finalement la poudre à canon est venue de Chine, ce n'est donc pas un cadeau de Dieu aux Occidentaux, puisque finalement les Chinois et même les Arabes le possédaient avant nous. On le voit, il y a une forme de vrai débat intérieur pour le cardinal. D'un côté, il se rend compte que l'invention des armes à feu n'est pas vraiment quelque chose de clair. On n'est pas sûr que Dieu, effectivement, ait donné les armes aux Occidentaux, puisqu'apparemment les Arabes et les Chinois les possédant avant nous. D'un autre côté, le cardinal se rend compte que si les Indiens ne possèdent pas ces armes à feu, c'est peut-être que Dieu n'a pas voulu qu'ils les aient. Bref, il est très difficile de trancher cette question, et c'est pourquoi il l'abandonne. Et finalement, cette question abandonnée, on en revient à ce qui semble le pire, c'est-à-dire la question des sacrifices. On rappelle à la fin du texte que les Indiens, alors il s'agit là moins des Amérindiens que plus précisément des Aztèques et des Mayas, c'est-à-dire des gens habitant l'Amérique du Sud, ils se livrent à des sacrifices sanglants. Évidemment, c'est pour Sepúlveda l'occasion de rappeler à quel point ces sauvages sont sauvages, puisqu'ils sont capables de tuer d'autres êtres humains. Le cardinal, lui, n'a pas du tout la même position, puisqu'il dit, mais d'un autre côté, si ces hommes sont des hommes, mais sont des hommes inférieurs à nous, il n'est pas étonnant finalement qu'ils soient capables de faire des sacrifices. Autrement dit, ce que dit le cardinal, c'est que les Indiens sont peut-être des hommes, mais des hommes moins développés, qui n'ont pas encore réfléchi à la protection des êtres humains, qui se comportent finalement de manière plus brutale, plus primitive. Pour autant, ce ne sont pas moins des hommes. Alors l'intérêt tout entier de ce texte, on le voit, alors ce n'est qu'un extrait du long ouvrage de Jean-Claude Carrière, La controverse de Valladolid, c'est de nous rappeler à quel point la question du choc culturel s'est posée fortement en Occident dans cette période de transition qui est la période moderne. Le fait de rencontrer des civilisations radicalement différentes de la nôtre, des peuples avec d'autres cultures, nous a conduit à nous interroger. Est-ce que c'est parce qu'on a une autre culture qu'on est moins homme? Est-ce que c'est parce que l'autre se comporte différemment de moi que finalement je dois lui refuser le statut d'être humain? On le voit, finalement, c'est une question extrêmement
importante, une question difficile à trancher, et le texte ici fait état d'un débat qui a été extrêmement violent. Pour l'anecdote, je vous rappelle qu'historiquement, finalement, les dominicains, incarnés par Las Casas, ont fini par l'emporter. L'Église chrétienne a reconnu le statut d'homme des Amérindiens et a décidé de les protéger. Autrement dit, on a interrompu les massacres sur le continent américain et on a préféré convertir les peuples, c'est-à-dire qu'on a considéré que c'était des individus moins développés que nous, mais bien des êtres humains, et qu'il fallait leur enseigner la religion chrétienne. C'est pourquoi on a envoyé sur le continent américain énormément de prêtres pour convertir ces indigènes et leur enseigner la religion chrétienne et les mœurs occidentaux. Ce fut le début d'une vague entreprise de colonisation qui ne s'arrêta pas, puisque vous savez que la plupart des Amérindiens, notamment en Amérique du Nord, furent exterminés et remplacés malgré tout par la civilisation occidentale et les colons venus d'Angleterre, mais aussi d'Europe. On le voit aussi à propos de cette controverse, toute la critique que fait Sepúlveda porte finalement sur un différent culturel. Les Indiens n'agissent pas comme les Espagnols, ils ne mangent pas la même chose, ils ne pensent pas de la même façon, ils n'ont absolument pas les mêmes dieux, et c'est pour cela qu'ils apparaissent comme choquants, et c'est pour cela que Sepúlveda les considère comme des monstres. Ce que révèle ici cette controverse de Valladolid, ou plus généralement ce choc des cultures tel qu'il s'est opéré au XVIIe siècle, c'est une attitude somme toute assez fréquente, celle qui fait que parce qu'on est enfermé dans sa culture, parce qu'on est structuré par sa culture, on a toujours tendance à juger celle des autres, voire justement à rabaisser celle de l'autre au nom de sa propre culture. On a souvent l'habitude de dire parce que moi j'agis comme cela, alors les autres qui ne font pas comme moi font moins bien ou finalement ne sont pas véritablement aussi bons que moi. Parce que je fais comme ça dans ma civilisation, parce qu'on agit comme cela ici, alors ce que font les autres est forcément finalement inférieur ou moins bon. On voit bien autour de nous toutes les critiques qui sont portées à l'encontre d'autres civilisations, d'autres religions, en disant ils ne font pas comme nous, ils ne sont pas comme nous. Ces derniers temps, je vous passe les détails, mais vous savez bien qu'une des religions est systématiquement mise en cause au nom justement de la civilisation occidentale. Cette manière de faire, qui consiste finalement à être enfermé dans sa culture et à partir de sa culture juger celle des autres, a un nom philosophique, c'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Que veut dire ce mot? Eh bien, vous voyez que c'est un composé, centrisme, c'est-à-dire prendre pour centre, ethno, son propre groupe ethnique, sa propre culture. L'ethnocentrisme, c'est simplement le fait de prendre sa culture pour centre, c'est-à-dire penser à partir de sa propre culture, en fonction justement des habitudes de pensée de sa propre culture, et à partir de là, juger les autres cultures au nom de sa propre culture. C'est souvent un jugement dépréciatif, je dévalorise la culture de l'autre, précisément parce que je pense que la mienne est meilleure ou supérieure. C'est typiquement ce que Sepúlveda fait dans le texte que nous venons de lire. Sepúlveda critique la culture des Indiens au nom de ses propres références culturelles. On le voit très bien, par exemple, quand il accuse les Indiens de sacrifice en oubliant qu'en même temps l'Inquisition fait la même chose en Europe, ou quand il parle d'une nourriture infecte du côté des Indiens, sans remettre en cause les propres aliments qu'il mange lui-même. Voici de l'ethnocentrisme, ne pas se rendre compte que ce que fait l'autre finalement est une forme culturelle et que l'on fait exactement la même chose. Si moi je mange des huîtres, pourquoi est-ce que eux ne pourraient pas manger des œufs de fourmi? Il faut bien comprendre que cet ethnocentrisme est une forme assez spontanée. Tous les hommes font spontanément preuve d'ethnocentrisme. Il est évident que parce que j'ai été bercé par une culture, parce que je suis né dans une culture, eh bien j'ai tendance à penser à partir de cette culture. Si je suis né en France, j'ai toujours tendance à penser comme un Français et du coup à considérer les autres cultures comme différentes, voire inférieures. C'est une tendance que nous avons tous spontanément. Un exemple simple que, par exemple, nous venons de voir dans le texte de Sepúlveda, c'est par exemple le fait que nous rejetons la nourriture des autres. Par exemple, en Occident, nous avons beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse manger des insectes, alors que c'est un plat qui est souvent prisé sur le continent africain. Pourquoi est-ce que nous n'aimons pas les insectes? Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'en Occident, nous n'avons pas l'habitude de les consommer, et du coup, cela nous semble écœurant.
Et c'est là que l'on voit que la culture est profondément inscrite en nous, puisque cela pousse même certaines personnes à des phénomènes physiques de rejet, de dégoût, voire de vomissement, alors que finalement, si ces personnes étaient nées en Afrique, elles consommeraient les mêmes insectes sans aucune difficulté. Inversement, on imagine bien qu'un Africain qui a l'habitude de manger des insectes pourrait être choqué par le fait que nous mangeons des huîtres, ou encore un Indien, cette fois d'Inde, qui consomme de la cervelle de chimpanzé, qui pourrait être choqué de nous voir manger, nous, des ortolans. Il y a là ce qu'on appelle une forme d'ethnocentrisme qui est partagée par l'ensemble de l'humanité. Chacun vivant à l'intérieur de sa culture a beaucoup de mal à en sortir, a beaucoup de mal à se rendre compte que la culture des autres peut être appréciée à partir du moment où on a vécu à l'intérieur. Pour vous faire comprendre que finalement cet ethnocentrisme est très répandu encore de nos jours, je vais prendre l'exemple des Jeux olympiques de Pékin qui se sont tenus en 2008. Au moment où ces Jeux olympiques ont été confiés à Pékin, il y a eu en Occident des associations qui ont appelé au boycott de ces Jeux olympiques. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'en Chine, on consommait des chiens et que ces associations trouvaient ça absolument épouvantable. Alors, c'est de l'ethnocentrisme parce que finalement, on condamne le fait de manger des chiens ailleurs sans se demander si ce que nous faisons, nous, est aussi bien, voire considéré de par l'étranger. Par exemple, imaginez que pour les Jeux olympiques de Paris, dans quelques années, en 2024, imaginez que l'Inde boycotte les Jeux olympiques de Paris sous prétexte que nous mangeons de la vache, qui est un animal sacré en Inde. On le voit, l'idée de rejeter les Jeux olympiques à Pékin parce que précisément sur place on consomme des chiens est une idée ethnocentrique. Ce n'est pas parce que nous aimons les chiens et que nous les considérons comme des animaux de compagnie que d'autres peuples ou d'autres civilisations n'ont pas le droit de les manger. Après tout, la vache ou le cochon sont très sympathiques pour certains, et d'ailleurs la religion musulmane interdit de manger du cochon, alors que nous le faisons régulièrement. Nous avons donc tous, en tant qu'êtres humains, une tendance à l'ethnocentrisme. Être fabriqué par une culture, c'est évidemment penser à partir de cette culture et c'est avoir beaucoup de mal à admettre celle des autres. C'est bien ce qu'avait compris déjà à son époque Voltaire dans le texte que nous avons lu, et c'est bien pour ça que Voltaire choisit un ton pamphlétaire pour se moquer évidemment du regard occidental sur les cannibales. Vous l'avez vu, il s'agit dans le texte de remettre en cause justement cet ethnocentrisme. Est-ce qu'il est mieux, et c'est déjà un argument très pertinent, est-ce qu'il est mieux d'abandonner aux corbeaux et aux renards les morts après la bataille ou bien de les manger? Finalement, vous vous en souvenez que Voltaire ne prend pas parti, il dit que ce sont là des valeurs, d'un côté les valeurs cannibales, de l'autre les valeurs occidentales, et que s'il fallait choisir et trancher, eh bien, il faudrait plutôt se poser une autre question, qui est celle effectivement tout d'abord de la préservation de la vie. Et de ce point de vue-là, finalement, le cannibale comme l'occidental font la guerre. Ce sont donc deux formes aussi stupides l'une que l'autre. Et dans le texte, Voltaire renvoie dos à dos la pensée occidentale et la pensée cannibale en refusant de prendre parti. Il refuse précisément d'entrer dans ce jeu de l'ethnocentrisme. Alors pourquoi est-ce qu'il refuse? Eh bien parce qu'on va le voir, l'ethnocentrisme porte toujours en lui deux risques principaux. Le premier risque que fait porter l'ethnocentrisme, c'est ce que l'on appelle la xénophobie. Xénophobie, c'est un mot d'origine grecque. Xénos, en grec, ça veut dire l'étranger, l'autre, et phobos, c'est la crainte ou la peur. Et donc la xénophobie, c'est ce qu'on appelle la crainte de l'autre. Alors comment est-ce qu'on passe de l'ethnocentrisme à la xénophobie? Eh bien vous voyez qu'à partir du moment où je juge l'autre à partir de ma propre culture, eh bien la culture des autres m'apparaît comme étrange. Et dès lors, comme elle m'apparaît comme étrange, eh bien j'en ai peur. Vous voyez, c'est la méfiance qu'ont certaines personnes pour ce qu'ils ne connaissent pas, par exemple pour des formes culturelles qui leur sont étrangères. Je tombe dans un nouveau pays, je vois que les gens ne font pas comme moi, cela me semble étrange, et à partir de là, j'ai une tendance à me méfier. Attention, autant nous sommes tous spontanément ethnocentristes, nous ne sommes pas tous obligés de devenir xénophobes, nous ne sommes pas tous obligés d'avoir peur des autres, il faut s'éduquer et résister contre, nous verrons bientôt comment. La xénophobie est un véritable risque, d'autant plus qu'elle peut se transformer en racisme. Voilà un mot plus connu. Le racisme, effectivement, c'est rien d'autre que la naturalisation de la peur que l'on trouve dans la xénophobie. Autrement dit,
La xénophobie, j'ai peur de l'autre. Dans le racisme, c'est une étape supplémentaire. Finalement, je ne vois pas que si finalement l'étranger fait des choses différemment de moi, c'est parce qu'il a une culture différente de moi, et je mets cette différence sur le compte d'une nature différente. Je dis par exemple qu'ils n'agissent pas comme moi, non pas parce qu'ils ont une autre culture, mais parce qu'ils ne sont pas comme moi. Autrement dit, ils ne sont pas des hommes identiques à moi. C'est ainsi qu'on a fini par inventer l'idée de race humaine et de dire qu'il y avait des races différentes les unes des autres. C'est profondément un contresens puisque la science a démontré depuis l'an 2000 qu'il n'existe qu'une seule espèce humaine sur la planète. Finalement, si les hommes sont tous identiques, ils ne se comportent pas de la même façon. C'est donc bien une différence de culture. Mais le raciste ne voit pas cette différence de culture. Il pense que si un comportement est différent, c'est que l'homme qui est derrière ce comportement est naturellement différent. On a ainsi imaginé des races et le racisme. Vous savez à quel point dans l'histoire de l'humanité, ce racisme a pu conduire à des horreurs, des massacres. Le XXe siècle est malheureusement là pour en témoigner très largement. Autrement dit, l'ethnocentrisme qui peut déboucher sur la xénophobie et qui peut déboucher sur le racisme, attention, cela peut déboucher, mais ce n'est pas parce que nous sommes ethnocentristes que nous finissons xénophobes ou racistes. On peut bien évidemment essayer de s'en préserver, mais on voit que ce sont des dangers, une pente naturelle vers laquelle l'homme est conduite, et la question qui se pose alors, c'est comment lutter contre cela. On a vu dans le texte que Voltaire prenait cela avec ironie, mais on verra que l'ironie n'est peut-être pas suffisante. Et donc, dans notre prochain cours, nous réfléchirons à la manière de combattre l'ethnocentrisme.